nous avions décidé de passer en famille quelques jours de vacances sur Vignoles, une petite île de pêcheurs au large de Venise. J'avais emporté une caméra 8 mm, celle qu'utilisait autrefois mon père, avec le sentiment que la vie, image après image, nous file entre les doigts. En filmant la lagune, je me rappelais avec émotion les moments que nous avions passés à regarder inlassablement sur un écran les quelques secondes qu'il avait sauvées d'un temps définitivement perdu. Mort à Vignoles est un film qui est né de l'envie de travailler avec des images 8 mm, des images d'amateurs, parce que je me rendais compte que ces images, dès que je les voyais, procuraient chez moi une émotion. Je pense que c'est vrai chez beaucoup de gens. Les petites images de films de famille en 8 mm, tout de suite, suscitent une émotion liée au temps qui passe, à la nostalgie, etc. Et après ce film sur le temps qui passe, qui était lié à ce support, au 8 mm, j'ai eu assez vite envie de faire un autre film, non plus sur le temps, mais sur l'espace. Et j'ai mis plusieurs années, presque 10 ans, avant de trouver le moyen pour faire ce film sur la notion d'espace. En réalité, la solution était assez simple. C'est que, comme beaucoup de pères de famille, moi j'ai filmé mes enfants un petit peu en 8 mm, mais très vite, évidemment, en DV. Les images en DV, on ne les regarde pas parce qu'il y en a des heures et que c'est filmé. Ça ne coûte rien, alors on filme, et puis on ne regarde pas. Et donc je me suis dit peut-être que les images en DV, les images que j'ai faites notamment à l'occasion de voyages, de films de famille, c'était peut-être ce support-là qui était le bon pour faire un deuxième film, un deuxième volet du diptyque sur la notion d'espace. Filmer en voyage m'est toujours apparu comme une entreprise utopique, qui vous oblige à lutter sans cesse contre le mouvement lui-même, contre les images qu'on sait obligatoires et celles qui sont interdites. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les caméras sont même des objets dangereux, qui préparent le conflit plus encore que les armes à feu. Une des premières difficultés que rencontre le voyageur consiste à désapprendre ses propres mythes intérieurs, à renoncer aux images qui sommeillaient en lui avant qu'il ne prenne la route. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est un diptyque. Le premier film est un film sur le temps qui passe, sur le support Super 8. Le deuxième film est un film plutôt sur la notion d'espace et donc sur l'image DV, c'est-à-dire l'image numérique. Puisque dans l'image argentique, le fourmillement, le grain de la pellicule, c'est quelque chose de provisoire, c'est-à-dire d'aléatoire, qui recommence sans cesse. C'est pour ça que c'est perdu. Chaque image, une fois qu'elle est passée, elle est perdue. Alors que dans le numérique, c'est une image qui est encodée en chiffres, et donc c'est plus une affaire d'espace. Alors ce que je vous dis là, c'est évidemment une vision très intellectuelle des choses. Dans la pratique, j'ai oublié assez vite ces idées théoriques pour m'intéresser à la fabrication des films.
D'un point de vue esthétique, c'est très difficile de sauver des images de ce type de matière, en tout cas pour moi. Mais je suis de la génération qui a travaillé, qui a commencé tout de suite à travailler avec les images argentiques, et je ne me suis jamais vraiment habitué à l'image vidéo. Et donc je trouvais toutes ces images esthétiquement peu enthousiasmantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans Voyage autour de ma chambre, j'ai eu recours à des effets un peu grossiers, enfin que moi je trouve un peu grossiers, de solarisation et de transformation, parce que j'essayais désespérément de ranimer un mort en faisant des piqûres et en mettant des produits pour que cette image retrouve de la force. L'origine des films, c'est souvent mystérieux. On se trouve des raisons de faire un film à propos d'une histoire ou à propos d'un sujet, par exemple à propos du temps et de l'espace. Mais souvent, il y a quelque chose de plus mystérieux derrière le point de départ d'un film. Dans le cas de Voyage autour de ma chambre, je pense que j'ai fait ce film en partie parce que j'avais envie de filmer les cires anatomiques, qui me fascinaient, que j'avais depuis longtemps envie de voir et de filmer. Et le reste du film est peut-être construit pour justifier ma passion pour les cires. Mais dans Voyage autour de ma chambre, la séquence avec les cires est très documentaire. Et donc j'avais l'impression que je n'étais pas allé jusqu'au bout de ce sujet qui m'intéressait. En plus, dans Voyage autour de ma chambre, la séquence avec les cires n'est pas tout à fait justifiée. Le texte dit les voyages à l'intérieur du corps, etc. Mais c'est un peu... Bon, c'est pour dire, quoi. En fait, c'était là l'objet qui m'intéressait le plus dans le film. Et donc, après coup, j'ai eu envie de consacrer un film uniquement sur les cires, qui soit un film de pure fascination. Le plaisir au cinéma, et puis je pense dans les œuvres d'art en général, peut-être aussi dans la vie, ça vient du contraste, ça vient du choc de choses qui a priori ne vont pas ensemble. J'ai été, en ce qui me concerne, quand j'étais adolescent, un grand lecteur des œuvres de Georges Bataille, qui a beaucoup parlé de ce choc des contraires et du fait que quelque chose de sublime, par exemple, c'est aussi quelque chose qui est un peu ridicule. Du fait que quelque chose qui est horrible, c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être beau. Que quelque chose qui aborde un sujet obscène peut aussi être très esthétique. Qu'un sacrilège dans la religion est aussi un acte de foi. Donc cette espèce de mélange de la glace et du feu, a priori, pour moi, est en effet le point de départ d'une poésie possible, disons comme ça. Et cela rejoint aussi une phrase de Baudelaire que j'aime beaucoup, qui est « Il est du devoir d'un artiste d'être toujours dans une situation d'inconfort maximum ».
Et je pense qu'être dans une situation d'inconfort, c'est se mettre soi-même en danger, et c'est essayer d'aspirer, d'attirer le spectateur, le lecteur, le visiteur d'une exposition dans ce danger. Et que dans ce danger très relatif se trouve une prise de risque à la fois au niveau intellectuel et au niveau de l'émotion. Le hasard de la programmation fait qu'on n'a pas projeté ce soir les films les plus dangereux pour les spectateurs. Vous l'avez échappé belle. Néanmoins, parmi ceux qui ont été projetés ce soir, c'est sûr que le film sur les enfants autistes est le film le plus embarrassant pour le spectateur, parce qu'il est le spectateur impuissant, témoin de quelque chose de très violent, c'est-à-dire des enfants qui sont enfermés, emprisonnés dans leur esprit, emprisonnés dans leur corps, et qui se mutilent. C'est une prise de danger de les montrer comme ça, parce qu'en général, lorsqu'on fait des films sur la folie, pas seulement sur les enfants malades mentaux, mais sur la folie en général, on accompagne le film de ce que j'appelle un discours d'escorte, c'est-à-dire un commentaire, soit qui explique ce que c'est que la folie, par exemple sur les enfants autistes, d'où vient l'autisme, est-ce qu'on a une explication, comment est-ce qu'on les soigne, on montre les médecins, on montre les psychologues, etc. Ici, le film a décidé d'enlever tout. Il ne reste plus que les enfants. Et en plus, les enfants sont isolés dans des petits espaces dans le cadre, etc. Donc, il y a deux dangers. Premier danger, à mon avis, c'est qu'on reproche au film d'être un film d'esthète, c'est-à-dire qu'on fait des images qui sont belles, on fait de la musique avec la douleur de ces enfants. Le deuxième danger, c'est que c'est un film qui ne nous apprend rien. C'est une critique que pourrait faire quelqu'un. On sait bien qu'il existe des enfants autistes, on sait bien qu'ils se mutilent, on sait bien qu'ils sont enfermés. Pourquoi nous montrer ça? Évidemment, au moment où le film a été fait, avec Thierry Knauf, avec qui j'ai fait ce film, on s'est posé ces questions. Et on a trouvé des réponses qui justifiaient de faire quand même le film comme ça. Une fois que le film a été terminé, il a eu une réception des spectateurs très ambivalente. Certains ont critiqué précisément ce qu'on avait prévu qu'ils allaient dire, et d'autres, heureusement parmi des spectateurs qui étaient importants pour nous, c'est-à-dire les parents de ces enfants, nous ont dit « c'est la première fois qu'on prend le temps de regarder vraiment nos enfants et d'un regard qui est un regard respectueux, qui ne les réduit pas à leur maladie. » Et donc voilà une situation qui, à mon avis, est une prise que de risque en termes de réalisation. L'institution, pour des raisons assez mystérieuses, a été tout de suite d'accord. Le directeur qui dirigeait l'hôpital a été tout de suite d'accord. Je ne m'explique pas encore aujourd'hui pourquoi, parce que si j'avais été à sa place, j'aurais posé plus de questions. Les parents, on a eu plusieurs réunions avant le tournage avec les parents et
je pense qu'assez vite, ils ont compris, ils ont senti qu'on allait faire quelque chose qui était plutôt affectueux par rapport aux enfants. Or, eux, ils ont plutôt l'habitude qu'on regarde leurs enfants comme des cas médicaux. Et nous, on ne s'approchait pas des enfants comme ça. Parce qu'on est venu régulièrement pendant plus d'1 an pour rencontrer les enfants, d'abord pour être avec eux, pour qu'il y ait une relation qui se tisse. C'est différent selon les enfants. Il y en a avec lesquels il n'y avait aucun contact, il y en a d'autres avec qui il y avait moyen de jouer. Donc les parents, je pense qu'ils nous ont fait confiance, tout simplement. Quant aux enfants eux-mêmes, d'abord, comme je viens de le dire, il y a des cas très très différents. Le film ne traite pas de la parole, mais parce que nous n'avions, pour un film de 12 minutes, on trouvait que c'était trop riche pour traiter ça. Mais certains de ces enfants parlaient et nous communiquions avec eux sans trop de difficultés. Donc il y a eu beaucoup de relations avec les enfants qui se sont tissées au fil du temps. Et eux-mêmes, il faut dire qu'ils étaient habitués à la caméra parce que dans l'hôpital, ils utilisaient des caméras vidéo à des fins thérapeutiques, donc pour observer les enfants. Donc la caméra n'était pas un objet insolite pour eux. Et donc, je pourrais dire, les choses se sont faites, du point de vue pratique, les choses se sont faites sans trop de difficultés. On fait souvent des films à partir des films qu'on a vus quand on était jeune, comme on se met à écrire parce qu'on était passionné par des romans ou par des poètes qu'on a lus. Alors moi j'ai été adolescent assez vite passionné par 2 types de cinéma très très différents l'un de l'autre. À la fois par des films très agressifs, révolutionnaires, sanglants, sexuels, enfin qui exprimaient une déchirure, une difficulté de vivre, et en même temps, au même moment, par des films qui racontaient au contraire l'acceptation de la condition humaine. Je pense par exemple au cinéma de Ozu, qui est peut-être par définition un des grands maîtres qui raconte au quotidien l'acceptation de la condition d'homme. Et donc, dans les films que j'ai faits, j'ai assez régulièrement mélangé ces 2 ingrédients qui ne vont pas ensemble, qui a à la fois un propos plutôt pacifiant sur le fait qu'il faut accepter ce qui est, ce que nous sommes, la brièveté de notre vie, nos limites, et en même temps une curiosité et un intérêt pour la non-acceptation, la révolte, et par conséquent toutes sortes de choses horribles comme le meurtre, la débauche, etc. Et donc on retrouve un peu le mélange des contraires qui vient probablement de mes lectures et de films qui m'ont passionné. Si on ne filme que l'idée qu'on se fait des jours heureux, c'est bien parce qu'on s'interdit les images des échecs, des séparations, des deuils. Saurions-nous filmer nos amis, nos enfants, nos parents sur leur lit mortuaire? Et de quelle obscénité devrions-nous nous sentir coupables? À filmer la vie toujours de la même façon, peut-être n'apprendrons-nous jamais à apprivoiser la mort. Filmer des morts, c'est commencer à dominer sa peur. Non pas celle de mourir ou de voir mourir, mais celle d'imaginer qu'on puisse être abandonné par un corps qui ne veut plus de nous et qui se défait, nous laissant plus seuls encore que nous ne l'avons jamais été. Par définition, une œuvre poétique ne peut pas se résumer à un propos. Les films ou les romans qui ont un propos politique, par exemple, en général, ne sont pas des œuvres très fortes, à quelques très rares exceptions près. Et donc, je préfère la réponse que Arthur Rimbaud a fait à sa mère.
Sa mère lui écrit à Arthur Rimbaud pour lui demander, elle a essayé de lire Une saison en enfer, et il lui écrit, elle dit, je comprends rien, dis-moi ce que ça veut dire. Et il lui répond, cela veut dire ce que cela dit, littéralement et dans tous les sens. Je trouve, moi, que le cinéma a à la fois un très grand avantage et un très grand handicap. Un grand avantage par rapport aux autres arts, c'est qu'il peut aller emprunter, aller voler dans tous les arts des éléments, que ce soit évidemment dans la musique, que ce soit dans la peinture. Mais en même temps, il a un grand handicap, c'est qu'il est presque automatiquement lié au récit, à l'histoire. C'est-à-dire que, bon, il y a évidemment le créneau du cinéma expérimental, mais qui est alors marginalisé très fort, mais sinon, presque tout de suite, le spectateur attend du film qu'il y ait un récit, qu'il y ait une histoire. Et l'histoire, c'est quelque chose, c'est comme un vampire qui vient retirer à l'image une partie de son énergie et de sa vie. C'est quelque chose qui diminue l'image. Et en même temps, les histoires, c'est passionnant. Donc c'est vrai que à la fois le cinéma, je trouve, est un moyen d'expression passionnant parce qu'il permet énormément de choses, et en même temps, on est vite un peu prisonnier du cinéma. D'abord de l'outil qui est assez lourd, de la mise en route, de la production, enfin tout ça c'est une machine tellement lourde par rapport aux autres arts que c'est très handicapant. Mais j'ai pas eu la chance d'apprendre la musique, j'aurais bien aimé. Le dessin ou la peinture, ben, vous découvrez assez vite que vous avez ou pas le talent dans la main qui fait que vous trouvez votre... Moi, j'adore dessiner, mais j'ai aucun talent pour ça. Et donc, j'aurais pu faire la sculpture, mais alors comme mon père est sculpteur, ça ne m'aurait pas paru une bonne idée de faire la même chose que le père. Donc, finalement, peut-être c'est un peu par défaut que je me suis tourné vers le cinéma, même si j'ai été très tôt fasciné et passionné par des images cinéma. Mais c'est pas un mode d'expression qui me satisfait entièrement. La combinaison, en effet, avec l'écriture me redonne alors une grande marge de manœuvre. Il m'arrive souvent d'écrire un livre en même temps qu'un film, et alors je rééquilibre un petit peu les choses entre les deux, notamment en mettant du côté du livre une partie du récit que je trouve handicapant dans le cinéma. Quand j'ai fait un long métrage qui s'appelle Nuit Noire, c'est en gros ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis arrangé dans le long métrage pour essayer de vider le récit au maximum de son anecdote, mais à côté de ça, j'ai écrit assez bien, non pas pour expliquer le film, mais pour raconter des tas de choses qui ont un lien avec le film, de façon à ce qu'il y ait une circulation entre les deux, que le film puisse rester quelque chose essentiellement quand même de l'ordre de la sensation, de l'image, de l'univers sonore, et qu'à côté de ça, tout ce qui est du côté du récit, du commentaire, de la symbolique, de la divagation intellectuelle, etc., viennent comme une nourriture sur le côté. Au fond, c'est un film un peu, c'est un projet un peu comme Marcel Duchamp, avec son grand verre. À côté du grand verre, on a les boîtes avec une autre machine à rêver, qui n'est plus une machine à rêver plastique, mais qui est une machine à rêver avec des mots.
Ce soir, vous avez eu Mr. Jekyll, mais un autre soir, vous aurez Mr. Hyde.